Voilà, donc on va commencer tranquillement. Bonjour à nouveau à tout le monde et bienvenue du coup pour ce webinaire et cette présentation sur cette carte interactive du confort thermique des cours d'école que nous lançons aujourd'hui. Nous sommes très fiers de pouvoir lancer ce nouvel outil et donc nous allons vous présenter de quoi il en retourne très concrètement. Donc je suis Benjamin Morille, fondateur de Soleneos. Et donc chez Soleneos, nous sommes experts de la simulation du climat urbain et donc nous travaillons sur tous les enjeux liés à la chaleur en milieu urbain et donc en particulier pour une application concrète que sont celles du réaménagement des cours d'école. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler du confort thermique des cours d'école et de cette carte interactive que vous aurez à disposition. Et puis on va vous expliquer qu'est-ce qu'elle contient, cette carte interactive, et comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Donc on va très rapidement revenir sur les enjeux, du coup, que sont ceux des réaménagements des cours d'école. À quoi peut servir cette carte interactive du confort thermique des cours d'école? Et avant de vous la présenter, on reviendra sur quelques concepts clés et la méthodologie qui nous a permis de pouvoir réaliser cette carte interactive et de pouvoir produire les données qui y sont contenues. Et après vous avoir fait une petite démo de son utilisation, on vous présentera du coup comment vous pouvez utiliser, certes, mais aussi comment est-ce que vous pouvez participer. Voilà. Donc, si vous êtes présent aujourd'hui, c'est bien sûr que le sujet vous intéresse. Tout d'abord, une petite présentation de notre équipe. Donc, chez Soleneos, comme je vous l'ai dit, on est un bureau d'études expert en microclimatologie urbaine et on travaille spécifiquement sur tous les enjeux liés à la chaleur, donc la lutte contre les îlots de chaleur urbains et l'amélioration du confort thermique en ville et en particulier pour ce qui concerne notre sujet du jour au sein des cours d'école. Soleneo, c'est une structure qui est issue du monde académique, donc on a une casquette particulièrement euh, orientée vers la recherche et donc une expertise qui est très poussée sur tous ces enjeux-là. Donc pourquoi est-ce qu'on parle du coup des cours d'école? Donc si vous êtes présent aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les cours d'école et le réaménagement des cours d'école est un enjeu fort aujourd'hui. Les cours d'école sont des espaces qui sont particulièrement exposés à la chaleur et ces conditions d'exposition à la chaleur induisent des problématiques pour la santé des enfants, le bien-être et la qualité de l'enseignement qui peut être prodigués du coup au sein des établissements, évidemment, ces enseignements qui peuvent être altérés par le fait que les enfants perdent en concentration, notamment lorsque la chaleur est trop importante. Et donc, fort de ce constat, pour autant, les collectivités locales qui s'engagent aujourd'hui fortement pour améliorer les conditions du climat au sein des cours d'école, manquent pour autant d'outils pour pouvoir, en premier lieu, aider à la conception et au réaménagement des cours d'école, et puis en second lieu aussi de pouvoir, pour une collectivité qui aurait plusieurs cours d'école, pouvoir hiérarchiser finalement les priorités et de pouvoir évaluer les priorités à mener dans le réaménagement des cours d'école. Donc voilà. Aujourd'hui, donc face aux difficultés, enfin aux contraintes budgétaires que peuvent rencontrer les collectivités locales, eh bien, il est essentiel de pouvoir faire en sorte de focaliser son attention sur les endroits qui sont les plus exposés et de pouvoir réaménager en priorité les cours d'école qui sont les plus délétères en termes de confort thermique. Et donc c'est tout ça que cette carte va essayer de traiter. De traiter. Voilà. Donc, cette carte du confort thermique, justement, elle va nous permettre d'avoir une base commune entre les différentes cours d'école, homogènes et comparables, de ces données microclimatiques qui permettent de pouvoir objectiver le confort thermique. Et donc, aujourd'hui, en mettant à disposition cette carte interactive et en mettant à disposition les diagnostics que nous avons déjà réalisés au sein de Soleneos, nous contribuons du coup à démocratiser l'accès à une information scientifique et qui permet de pouvoir mieux agir et optimiser du coup les conceptions des réaménagements des cours d'école. Donc, voilà. Euh,
Donc, comment nous, on a procédé pour pouvoir réaliser un diagnostic d'une cour d'école? Donc, avant de parler de cette méthodologie de réalisation, on revient sur deux concepts clés que sont ceux des îlots de chaleur urbains, celui des îlots de chaleur urbains et celui du confort thermique. Ces deux concepts clés qu'il faut différencier. Très souvent, dans les communications grand public qu'on rencontre, on nous parle d'îlots de chaleur urbains, mais ce terme îlot de chaleur urbain désigne scientifiquement un phénomène physique qui établit une différence de température entre la ville et la campagne. Et ça, ce phénomène physique, on le constate essentiellement la nuit. Donc en fait, les cours d'école, qu'elles soient en ville ou à la campagne, finalement, en journée, sont relativement peu exposés à ce phénomène d'îlot de chaleur urbain. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas de problématique. Et effectivement, en journée, il y a des problématiques, mais les problématiques sont plutôt celles du confort thermique. Il fait chaud, et indépendamment qu'il y ait une différence de température entre la ville et la campagne ou pas. Donc, ce confort thermique, là où l'îlot de chaleur urbain, c'est essentiellement une différence de température d'air, ce confort thermique, lui, à l'inverse, résulte certes de la température d'air, mais aussi d'ensemble d'autres variables microclimatiques qui ont une influence sur notre ressenti. Donc, évidemment, le fait qu'on soit au soleil ou à l'ombre va avoir une influence forte sur notre ressenti. Le fait qu'il y ait plus ou moins de vent, et il va avoir aussi une influence forte sur notre confort thermique. Et d'autres variables peuvent avoir une incidence, comme celle de l'humidité de l'air, mais aussi celle de l'influence du rayonnement infrarouge, qui résulte finalement des températures des surfaces qui nous environnent et qui vont émettre de l'énergie vers un usager d'un espace et donc contribuer à améliorer ou détériorer du coup son ressenti thermique, son confort thermique. Donc voilà. Donc en fait, l'enjeu de ces évaluations est bien de venir parler ici de confort thermique et donc d'évaluer l'ensemble des variables microclimatiques qui ont une influence sur ce ressenti en termes de confort. Donc, pour cela, on va utiliser un indicateur qui s'appelle UTCI. Et donc, on va venir évaluer cet indicateur qui va nous donner un niveau de confort, donc entre guillemets un score qu'on peut assimiler de manière un peu, pour vulgariser les choses, on peut l'assimiler à une température ressentie. Et selon cette température ressentie, on va se trouver dans une zone où il n'y a pas d'inconfort thermique, dans une zone où il y a un inconfort thermique modéré, élevé, très élevé, extrême, donc selon le niveau où on se trouve. Et donc, c'est sur cette base-là qu'on va pouvoir, du coup, faire ce diagnostic du confort thermique des cours d'école. Pour réaliser ce diagnostic, on va utiliser un outil de simulation numérique qui s'appelle Solène Microclimat. C'est un outil issu de la recherche, hein, qui a fait l'objet de travaux de recherche pendant de nombreuses années et qui a encore fait l'objet de développement. Et donc cet outil, qui a été initialement développé au sein de l'école d'architecture de Nantes, réalise le couplage entre les différents phénomènes physiques qui régissent le climat urbain. Donc il y a des calculs d'ensoleillement, des calculs d'écoulement du vent, donc de l'aérolique urbaine, et des calculs de transfert de chaleur dans les différentes surfaces urbaines, le stockage et déstockage de la chaleur dans les différentes surfaces urbaines. Donc, plus concrètement, vous avez sur cette slide l'ensemble des phénomènes physiques qui sont pris en compte dans cet outil. C'est l'ensemble des phénomènes physiques qui ont une interaction avec le climat urbain et qui vont nous donner accès à l'ensemble des variables microclimatiques qui ont une influence sur le confort thermique. Donc vous avez ici à gauche toute la partie qui concerne la partie du rayonnement solaire, donc rayonnement solaire direct, rayonnement solaire diffus, le calcul des interréflexions, et donc là va rentrer en compte le fait que les surfaces aient un albédo, une capacité à réfléchir le rayonnement solaire plus ou moins importante. Et puis après, côté droit, il y a toute la partie thermique et tout ce qui va avoir une influence sur les échanges qui vont se produire et qui vont avoir une influence sur les températures de surface, les températures d'air et globalement le bilan thermique d'un usager d'un espace construit, donc là par exemple une cour d'école, en fonction donc, de l'environnement qui est le nôtre, l'environnement urbain par exemple. Voilà. Donc très concrètement, avec ces outils, on va commencer par faire une modélisation d'un espace qu'on va vouloir étudier. Donc on fait une modélisation en 2D, donc on utilise nous QGIS typiquement pour pouvoir fournir trois types d'informations. Une information qui concerne les bâtiments, donc l'emprise au sol des bâtiments, leur hauteur. Une information qui concerne la végétation, les arbres, où est-ce qu'ils sont situés, quelle est leur forme et à quelle hauteur
ils sont, et puis une information concernant la matérialité des sols. Sur cette base-là, on va pouvoir automatiquement produire une maquette en 3 dimensions, et on va du coup avoir cette maquette en 3 dimensions qu'on va pouvoir ensuite mailler, donc discrétiser. On va pouvoir faire plein de petites mailles, et sur chacune de ces mailles, on va réaliser un bilan énergétique qui nous permet d'avoir accès à l'ensemble des informations microclimatiques qui ont une influence du coup sur le confort thermique. Donc, une fois les calculs faits, on va avoir accès à ces résultats, donc une cartographie du confort thermique des différents espaces. Et ça, en fait, ce calcul qui va être réalisé, il va avoir besoin en données d'entrée de données météorologiques pour pouvoir réaliser la simulation. Et donc, sur la base de ces données météorologiques, on va avoir heure par heure, pour chaque variable microclimatique, la possibilité d'avoir accès à chaque cartographie, finalement, des différentes variables microclimatiques. Donc, au final, ce qui nous intéresse, c'est celle qui résulte du confort thermique qui agrège l'ensemble des variables microclimatiques. Mais concrètement, on peut avoir accès à chaque heure de notre simulation à l'ensemble de la distribution des différentes variables microclimatiques. Spécifiquement pour le diagnostic qui est réalisé pour cette carte interactive, nous avons choisi d'avoir pour toutes les cours d'école de toute la France pour lesquelles nous avons réalisé un diagnostic, un choix d'une même période de simulation, et c'est celle que nous avons vécue cet été, entre le 28 juin et le 1er juillet, toute la France, où un certain nombre d'écoles ont dû être fermées du fait de la chaleur. Et donc, cette période du 28 juin au 1er juillet, c'est la période de simulation qui est retenue pour pouvoir réaliser le diagnostic microclimatique des cours d'école que nous avons réalisé. Donc, avant de rentrer dans la présentation de cette cour d'école, un petit retour d'expérience sur ce qu'on a pu réaliser, du coup, notamment une étude pour la ville de Tours sur plusieurs cours d'école et qui illustre un petit peu ce à quoi peuvent servir après cette donnée. Donc, dans le cadre d'ambition de réaménagement des cours d'école, et donc d'amélioration du confort thermique, la ville de Tours nous a sollicité pour pouvoir adapter finalement les cours d'école aux enjeux du changement climatique, et pour pouvoir justement faire une demande de subvention pour pouvoir financer les réaménagements de ces cours d'école. Et donc, nous avons été sollicités pour évaluer l'efficacité de 3 futurs projets de réaménagement de cours d'école et de pouvoir faire des préconisations et des améliorations des différentes actions. Donc, en premier lieu, on a fait un diagnostic sur l'état existant, et ça permet d'établir que déjà, entre différentes cours d'école, et bien, en fait, le constat de l'inconfort thermique ou du confort thermique n'est pas le même, et qu'en fait, il y a des cours d'école qui sont, en fonction de leur composition, en fonction de leur orientation aussi, plus ou moins exposés à l'inconfort thermique. Donc, d'un côté, pour l'école Georges Sand, par exemple, on va être 30,2 degrés d'UTCI en moyenne constaté, alors que pour la cour d'école Poulenc, eh ben, du coup, nous avions que 28. Donc là, typiquement, un besoin qui est nettement plus important de réaménagement dans l'une des cours d'école que dans l'autre. Donc ça, la comparaison entre les cours d'école d'une même collectivité nous permet d'avoir possibilité de comparer et de hiérarchiser finalement les priorités. Ensuite, on est en mesure de pouvoir faire une comparaison entre un projet futur et un projet existant, et de quantifier du coup l'amélioration qui va être amenée par un projet qui est envisagé. Et ça, le retour a été très intéressant parce qu'en fait, les simulations qu'on a menées nous ont permis, donc certes, de pouvoir attester que le projet contribuait globalement à un rafraîchissement de la cour d'école. Néanmoins, on constatait que l'amélioration, donc la cartographie que vous avez ici à droite, l'amélioration restait relativement modeste. Et surtout, il y avait même des zones où il y avait des détériorations du confort thermique de par les aménagements qui étaient proposés. Et donc, fort de ce diagnostic-là, la collectivité a pu amender son projet et donc gommer ces situations où il y avait une détérioration finalement du confort thermique. C'est quand même un peu dommage que de financer des réaménagements et pour faute de connaissances, finalement, arriver à une situation où on dépense de l'argent pour détériorer finalement le confort thermique, alors que notre objectif était de pouvoir l'améliorer.
Donc, le projet amélioré, justement, a permis de pouvoir déjà supprimer ces zones qui étaient détériorées, nettement plus améliorer le confort thermique au sein de la cour d'école et, de manière globale, de pouvoir réduire encore un peu plus le confort thermique moyen qu'on pouvait constater sur la cour d'école. Et donc ça a été permis par la réalisation de ces simulations numériques qui nous permettent de quantifier concrètement l'efficacité des solutions qui sont mises en œuvre et des fois justement prendre connaissance qu'il y a des solutions qui contribuent à détériorer le confort thermique. Donc, nous avons fait un ensemble de publications sur LinkedIn qui parlent de ces sujets-là, justement, et de ces retours sur notamment ce qu'on a pu faire sur les cours d'école pour la ville de Tours. Et donc, si vous êtes intéressé pour aller voir ces articles, il y a quelques articles que nous avons rédigés, et il y en a d'autres qui seront à venir, ben, n'hésitez pas à aller suivre la page Soleneos sur LinkedIn de manière à pouvoir être au courant des différents articles qui sortent sur ce sujet du confort thermique des cours d'école. On arrive donc maintenant qu'on a présenté la méthodologie qui nous permet de pouvoir réaliser un diagnostic. On en arrive à la présentation de la carte interactive. Et donc, on va se diriger vers le site cschool.fr. Donc, cschool, c'est notre outil qui nous permet de faire des diagnostics spécifiques liés aux cours d'école. Et donc, depuis 2 jours maintenant, est arrivé un lien supplémentaire, ici carte interactive, sur laquelle vous allez pouvoir cliquer et du coup avoir accès à la carte interactive du confort thermique des cours d'école. Donc là, on arrive sur une zone pour laquelle nous avons fait un certain nombre de diagnostics. Donc en l'occurrence, nous sommes au sud, juste au sud de Nantes, à Saint-Sébastien-sur-Loire. Et donc, nous avons un certain nombre de cours d'école dont le diagnostic thermique a été réalisé. Vous allez pouvoir, quand on zoome donc sur une cour d'école, constater du coup le confort thermique moyen qu'on peut observer du coup sur la cour d'école, donc qui résulte des calculs qui ont été réalisés. Donc la possibilité avec la légende ici à droite d'afficher ou de masquer les arbres pour pouvoir voir un peu ce qu'il y a en dessous, d'afficher ou de masquer les bâtiments, mais ça c'est un peu plus secondaire. Et puis donc du coup vous avez ce diagnostic visuel du confort thermique moyen sur une cour d'école entre 8 heures et 18 heures. Et donc, par exemple, les zones là qui sont exposées à un UTCI moyen de 30 degrés, des zones plus fraîches sous les arbres qui vont avoir un UTCI moyen de 25 degrés, et voilà, toutes les gammes de valeurs qu'on peut rencontrer avant. Donc, vous avez ici en bas la légende, et pour rappel, le seuil d'inconfort à partir duquel on commence à avoir de l'inconfort, justement, au-dessus de 26 degrés pour l'UTCI. C'est une zone où, du coup, l'inconfort thermique commence. Donc ça, vous l'avez pour l'ensemble des cours d'école dont nous avons réalisé le diagnostic. Et vous pourrez constater, du coup, afficher ça sur cette carte et naviguer librement par rapport à ça. Vous verrez en dézoomant, comme je montre ici, du coup, que vous avez l'ensemble des cours d'école de toute la France qui sont répertoriés. Donc, toutes ne sont pas diagnostiquées, hein, évidemment. Vous avez toutes les cours d'école, il y en a 46 000 établissements en France qui sont répertoriés. Et on peut, en masquant du coup, toutes les cours d'école, voir les cours d'école dont le diagnostic a déjà été réalisé. Et vous pouvez ensuite, du coup, zoomer sur les cours d'école dont le diagnostic a été réalisé. Donc, une fois qu'on a cela, on va pouvoir rechercher finalement une cour d'école. Donc, on a nos 46 000 cours d'école. Moi, j'aimerais savoir si la cour d'école qui me concerne a été diagnostiquée ou pas. Donc, par exemple, je vais rechercher une cour d'école, le lycée polyvalent La Jolivrie, par exemple, à Saint-Sébastien. Et donc, en cliquant et après avoir fait cette recherche, j'arrive directement sur ma cour d'école. Et effectivement, c'est un lycée hein, qui a été diagnostiqué. Donc, on a l'information disponible tout de suite ici. Et si jamais, du coup, je cherche une autre cour d'école au hasard,
une école Freinet, par exemple. Et donc là, dans le premier résultat de la recherche, je vois une école à Brest. Et donc là, je vois que l'école n'a pas été diagnostiquée. Donc si je le souhaite, donc en cliquant ici, je vois la fenêtre qui s'affiche à côté et je peux demander à ce que le diagnostic soit réalisé. Donc quand je clique ici, j'ai un certain nombre d'informations à renseigner. Donc, automatiquement, sont pré-remplis l'adresse de la cour d'école. Je renseigne mon nom, mon prénom, mon email afin de pouvoir être informé, une fois que le diagnostic a été réalisé, que l'information est disponible. Et j'envoie ensuite ma demande. Si jamais, pour une raison X ou Y, l'école n'est pas répertoriée, par exemple, j'ai une nouvelle école qui s'est construite près de chez moi, voilà, et donc en fait, dans ma recherche, je ne trouve pas l'école en question, eh bien, je peux demander le diagnostic d'une cour d'école qui n'est pas répertoriée en cliquant, et donc là, il va falloir que je renseigne le nom de l'établissement, la ville, l'adresse, et donc nous, on ira chercher l'information pour pouvoir faire en sorte que ce diagnostic soit réalisé et ajouter finalement à notre base cette cour d'école. Régulièrement, notre base de données de toute façon sera mise à jour avec les données fournies par le ministère. Mais du coup, il est possible qu'il y ait des cours d'école qui soient pas répertoriés. Voilà. Vous pouvez aussi avoir accès directement ici en demandant un diagnostic. Directement ici, vous avez la même page qui s'affiche. Voilà. Dans tous les cas, vous avez notre adresse mail ici. S'il y a un quelconque sujet, une question, une situation où la cour d'école n'est pas bien modélisée, par exemple, il ne faut pas hésiter à nous contacter, à nous remonter l'information et qu'on puisse actualiser les choses et remettre à jour, du coup, les informations. Donc, nous, dans ce contexte-là, ce qu'on cherche à faire, c'est de pouvoir démocratiser l'accès à l'information qui permet de pouvoir optimiser la conception des cours d'école. Et l'idée, effectivement, c'est de pouvoir faire en sorte que vous puissiez disposer de ces éléments-là. Hop là, je vais reprendre ma présentation. Donc, vous avez la possibilité, en premier lieu, évidemment, d'utiliser cette cartographie du confort thermique des cours d'école. Vous pouvez donc, du coup, comme je vous l'ai démontré, demander un diagnostic gratuitement. En fait, il y aura une liste d'attente qui sera remplie au fur et à mesure. Et nous, on s'engage à pouvoir réaliser au minimum 4 cours d'école supplémentaires par mois. Et puis, en fait, selon la possibilité de notre disponibilité, du coup, on pourrait en faire plus. Et donc, après, en tout cas, en ayant vos coordonnées, de pouvoir vous tenir au courant du moment où on a réalisé ce diagnostic. Donc, voilà. Dans une ambition un peu supplémentaire, il est possible aussi pour vous d'aller plus loin et devenir contributeur du coup à cette cartographie interactive. Et donc, on a sur notre site C-School un tutoriel qui est disponible pour pouvoir produire finalement les données SIG dont on a besoin pour réaliser la simulation numérique. Et donc, dès lors qu'on a ces données-là, nous, ça nous fait gagner du temps et donc on peut réaliser le diagnostic de manière beaucoup plus rapide. Donc, par exemple, une collectivité locale qui serait intéressée pour pouvoir réaliser le diagnostic de l'ensemble de ses cours d'école, si elle a des compétences avec quelqu'un qui utilise un petit peu les outils SIG, eh bien, elle pourrait être en mesure de pouvoir produire ces informations et nous, on réalise la simulation derrière du diagnostic de l'état existant de la cour d'école. Dans une vision encore un peu plus large, avec l'ensemble de ces ambitions-là, nous avons répondu à l'appel à commun de l'ADEME et nous avons l'ambition, du coup, alors si on est retenu pour le financement de ce projet, nous avons l'ambition de pouvoir structurer un peu plus encore cette plateforme de manière à pouvoir favoriser justement le fait de pouvoir contribuer à ces diagnostics thermiques de l'état existant des cours d'école et de pouvoir réussir à faire que la donnée soit le plus possible disponible au travers d'une approche du coup collaboratif et d'une situation où les données seraient du coup disponibles librement et de manière ouverte du coup pour les utilisateurs. Et donc de tout ça, de pouvoir faire en sorte d'améliorer la pratique finalement du réaménagement des cours d'école. Donc, si tout ça vous intéresse,
On met un petit lien dans le chat. N'hésitez pas, vous pouvez, cliquer pour nous donner votre avis sur, ce qu'on vient de vous présenter, de nous dire si vous êtes intéressé pour utiliser la carte interactive, de nous dire si vous êtes intéressé pour y contribuer, et donc qu'on puisse avoir un peu un retour sur, l'intérêt, de tout ça. Et en fait, ce retour nous servira, pour pouvoir, appuyer notre candidature à l'appel à commun de l'ADEME et pouvoir espérer, d'améliorer, la carte interactive justement, au fil de l'eau. Voilà, j'en ai donc fini pour cette, présentation, de cette carte interactive. Et donc, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas, ouvrez le micro, levez la main et puis, on y répond, du coup, à suivre. Voilà, on vous Oui, remercie. j'avais quelques questions sur le chat. D'accord, vas-y Mélissa, je t'en prie. Oui. Donc, la première question, c'est comment avez-vous identifié les écoles sur la carte? Elles n'y sont pas toutes. Alors, une information liée, à la enfin qui sont des données qui sont issues du ministère, où on a, un ensemble d'établissements, donc j'ai évoqué le chiffre de 46 000 tout à l'heure, qui sont répertoriés. C'est possible qu'il en manque effectivement et donc dans ce cas-là, on vous invite à nous remonter l'information et qu'on puisse, ajouter, des cours d'école qui seraient manquantes. Et qu'on puisse, au fur et à mesure, compléter finalement ces données si jamais il en manque. Mais l'information de base, est issue du ministère du coup, voilà l'information gouvernementale sur, l'ensemble des établissements scolaires. Mmh. La deuxième question est, sauriez-vous donner une estimation du temps qu'il vous faut pour diagnostiquer un cours d'école? Mmh. Donc, nous aujourd'hui, on a réussi à pouvoir, améliorer nos process de calculatoire, de manière à pouvoir faire rapidement ces calculs. Donc, le temps le plus important, c'est de pouvoir faire la modélisation et c'est pour ça qu'on fait un appel à contributeurs et que les gens qui sont en mesure de pouvoir produire finalement les données d'entrée que sont, l'information concernant les bâtiments, les surfaces au sol et les arbres, bah, du coup, si ce temps-là, nous, on l'épargne, enfin, on n'a pas à y passer et bien, du coup, on a pour conséquence qu'on a besoin de pouvoir faire rapidement les calculs. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on s'engage, de faire au moins 4 cours d'école, par mois, ce qui représente à peu près, maximum une journée à 1 ou à 2 jours de travail pour nous, ce qui permet de pouvoir faire avancer, les choses et après, dans toute situation où on aurait, de quoi, financer ces choses-là et donc du coup d'y passer plus de temps, dans ce cas-là, on pourrait, aller plus loin. Mais en l'état, nous, c'est quelque chose où on propose ces choses-là, et donc pour l'instant, sur le diagnostic, de l'état existant, c'est quelque chose qui serait maintenant, devenu gratuit et donc on peut pas, passer toute notre vie à faire que ça gratuitement. Il faut aussi qu'on puisse en vivre. Donc l'idée, c'est de pouvoir, contrôler un petit peu le temps qu'on y passe. Mais pour répondre à la question très concrètement, voilà, sur, 4 cours d'école, par mois, ça nous occuperait à peu près une journée, 1 ou 2 journées, quoi. Donc voilà. D'accord, la question suivante est: quelles données utilisez-vous pour la végétation et sa hauteur? Alors, pour la végétation et sa hauteur, donc nous, tel qu'on le fait aujourd'hui, hein, on va utiliser, les informations qu'on a disponibles sur, Google Maps et équivalent, de manière à pouvoir, représenter les arbres et leur hauteur. Donc on peut aller voir sur des vues 3D, choses comme ça. Ces informations qui ont aussi leurs limites et on n'est jamais mieux servi que par les gens qui sont, sur place pour pouvoir connaître les informations, de la cour d'école. Donc en fait, si les gens qui sont, à proximité ou même engagés sur les projets, sont en mesure de pouvoir fournir ces informations, du coup, c'est encore plus précis. Mais nous, effectivement, quand on réalise, on le fait avec, les informations disponibles sur, Google Maps ou équivalent et puis, dans le cadre de travaux avec des collectivités, par exemple, souvent on le fait valider, par la collectivité avant de commencer les calculs. Là, ça ne sera pas forcément ce qui sera mené. Mais voilà, c'est tout ce travail du coup, collaboratif qui peut permettre de pouvoir, optimiser les choses en termes de, qualité de la donnée d'entrée sur la partie, modélisation. Et donc, dans les mêmes, idées des arbres, il y a une autre question c'est comment le développement des arbres est pris en compte dans la simulation des projets?
Donc là, là, ce qu'on ambitionne de faire, c'est de faire le diagnostic de l'état existant d'une cour d'école. Donc en fait, on ne parle pas de développement, on parle juste de l'état existant. Néanmoins, effectivement, dans ce qu'on peut mener comme travaux, et quand on fait une comparaison entre l'avant et l'après d'un projet, enfin l'évaluation d'un projet, et une comparaison entre l'avant et l'après d'une cour d'école, finalement, effectivement, on peut se dire, j'ai réaménagé ma cour d'école, j'ai planté des arbres, ou alors il y a les arbres existants qui vont grandir. Et donc, bah, là, il y a un choix à faire effectivement sur à quel horizon temporel on se place pour faire cette évaluation et comment est-ce qu'on fait pour pouvoir, quel choix on fait pour pouvoir évaluer la taille qu'auront les arbres à un horizon de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et donc, voilà, c'est un enjeu. Et donc, nous, on a des données par rapport à ça qui nous permettent de pouvoir faire des hypothèses de croissance. Après, tous les gens qui font du paysagisme savent bien qu'entre ce qui est au départ sur le papier espéré et la réalité, bah, selon la qualité d'un ensemble de sujets d'aménagement, voilà, si les arbres ont un espace pour se développer suffisamment en pleine terre ou pas, et sinon un accès à l'eau suffisant ou pas, bah, clairement le développement de l'arbre va pas être le même. Donc il y a toujours des incertitudes par rapport à ça, mais nous on a des informations qui sont issues d'observations dans les villes, justement, du développement des arbres en fonction de leur âge qu'on utilise, avec les limites que ça peut avoir, mais des limites, il y en a toujours. Et il est en question aussi, sur la matérialité des sols. Elle est pas très précisée, je crois que c'est comment on choisit la matérialité du sol, voilà. Donc là, nous, dans ce qu'on fait sur QGIS, justement, on a un ensemble de catégories de sols qu'on va pouvoir sélectionner et qui correspondent après à des choses qu'on a, nous, prédéfinies en termes de composition. Donc typiquement, si j'ai un bitume, il y a derrière des informations qui sont renseignées concernant bah, quelle est la couche de bitume, quelle est la couche de grave qu'il va y avoir en dessous et quelle est la couche de terre qui est en dessous. Et donc, du coup, nous, on renseigne ces informations-là dans nos outils. Vous, en tant qu'utilisateur, vous avez juste à pouvoir préciser à quel endroit il y a du bitume, à quel endroit c'est de la pelouse, à quel endroit il y a je sais pas, des pavés. Donc, il y a un certain nombre de catégories de surface qui sont prédéfinies et que vous pouvez sélectionner pour pouvoir trouver celle qui correspond le mieux à votre situation. Question suivante, la modélisation est-elle étalonnée par des mesures in situ? Les résultats sont-ils corrélés aux ressentis des usagers après travaux? Suivez-vous les long terme les cours qui ont été rendus au Oasis pour évaluer la performance des travaux? Alors, toutes ces choses-là, c'est 100% des choses qui peuvent être faites par nous ou par d'autres. C'est pas le sujet, effectivement, mais c'est des choses qui peuvent être faites. Après, est-ce qu'il y a une pertinence à le faire ou pas, c'est encore autre chose. Est-ce que ça aide à l'aménagement? Est-ce que ça atteste de l'efficacité? C'est encore autre chose. Pour ce qui est en premier lieu de la validation, finalement, de l'outil de simulation, c'est un outil qui a été développé, comme je l'ai expliqué, dans le cadre de la recherche, hein, dans le monde académique, où il y a eu des travaux, justement, de validation, de comparaison entre des mesures et les simulations numériques, et qui ont permis d'attester la capacité de l'outil à bien restituer les phénomènes physiques. Et donc, typiquement, par exemple, sur les phénomènes de stockage et déstockage de la chaleur dans les sols, par exemple, eh bien, voilà, il y a des articles scientifiques hein, qui sont publiés, qui sont disponibles, qui attestent du coup de la capacité de l'outil à avoir une incertitude sur les températures de surface qui sont inférieures à 1 degré. Donc voilà, donc des choses qui permettent de s'assurer que l'outil restitue bien les phénomènes physiques. Donc ça, c'est des choses qui ont été validées par les travaux de recherche et qui sont disponibles hein, dans les publications qui sont en lien avec l'outil Soleil Microclimat et dont vous pouvez avoir connaissance. Ensuite, sur tout ce qui se passe concernant le ressenti des usagers et choses comme ça, ben, il y a des travaux qui peuvent être menés aussi. Et là, du coup, on a plus souvent recours à des gens qui ont des compétences des fois en sciences sociales, justement, pour pouvoir mener des enquêtes. Donc ça, c'est pas notre travail, nous, mais en fait, on a des gens avec qui on travaille dans le milieu académique aussi, qui sont en mesure de faire ça. Et puis, il y a aussi des bureaux d'études hein, qui le font et qui sont en mesure de pouvoir réaliser ces enquêtes. De la même manière que souvent dans le réaménagement des cours d'école, eh ben, il y a tout un travail à faire
en amont de la conception, d'interroger finalement les usagers pour savoir quels sont les usages dans la cour d'école, quels sont les souhaits, et tout un travail qui est indépendant finalement de l'aspect, OK, quel est le confort thermique. Nous, on amène un élément supplémentaire dans la réflexion qu'on met à disposition et qui peut être utilisé justement par les travaux qui vont être menés avec les enseignants, avec les enfants, et donc tout ça. Mais en fait, ce n'est qu'une brique supplémentaire à un ensemble de choses qu'il est important de considérer pour le réaménagement des cours d'école. Merci. Et la question suivante, cet outil se suffit-il à lui-même ou faut-il tout de même prévoir une étude de ICU pour prioriser les projets sur un territoire, donc l'îlot de chaleur urbain? Alors, comme on l'a expliqué en introduction, sur les 2 concepts clés qu'on différencie, donc l'îlot de chaleur urbain et le confort thermique, en gros, le sujet pour les cours d'école, c'est un usage de jour. Et en journée, même si on est en ville, même si on est dans un espace qui est fortement exposé, au phénomène d'îlot de chaleur urbain, et ben, en fait, souvent, cette différence de température entre la ville et la campagne, elle n'est pas constatée en journée ou relativement peu constatée en journée. Donc en fait, le sujet, c'est vraiment le confort thermique. Donc l'évaluation qui est proposée ici est adaptée à cette problématique-là, et donc on évalue le confort thermique, donc il n'y a pas nécessairement besoin de faire une évaluation de l'îlot de chaleur urbain, en l'occurrence. D'accord. Donc, est-ce que sur le long terme, vous analyserez l'impact des projets de cours d'école à l'échelle de la ville? Répercussions sur les autres espaces urbains? Mmh. Enfin, les questions de ce registre-là, évidemment, enfin, toutes ces choses-là, on peut le faire. Après, tout est une question de pouvoir, être mandaté pour ça. Là, pour l'instant, l'ambition, c'est d'avoir le diagnostic, thermique des cours d'école sur l'existant, de manière à, inciter à passer à l'action, de manière à optimiser le passage à l'action, optimiser les conceptions, éviter, comme on l'a montré là sur l'exemple, avec la ville de Tours, éviter les situations où on vient, faute de connaissances, dégrader le confort thermique. Donc en fait, de pouvoir avoir ces informations-là. Après, évidemment, toute, ambition, supplémentaire est envisageable. Si les collectivités locales sont intéressées pour pouvoir faire un suivi régulier, de leur cours d'école, bah, ça, c'est des choses qui peuvent être parfaitement envisageables, et il y a à réfléchir à la temporalité. De la même manière, dans le cadre de l'appel à commun, l'idée, c'est de pouvoir, que toutes les questions de à quoi pourraient servir ces données, puisse être posé et qu'en fait, aujourd'hui, l'outil, il est tel que, mais demain, il peut évoluer de manière complètement différente avec d'autres informations disponibles. Et l'idée, c'est de pouvoir, bah, que les gens qui sont intéressés par le sujet puissent venir, du coup, se signaler et qu'on puisse réfléchir collectivement, finalement, à ce que pourrait devenir un tel outil, demain. Merci. Là, c'est une question aussi sur la contribution. Il dit, de quelle information avez-vous besoin dans la table attributaire de modélisation QGIS que l'on peut vous transmettre? Alors, dans les tables attributaires de QGIS, on va avoir besoin, donc, on utilise l'emprise au sol des bâtiments, donc ça c'est disponible au travers de la BD Topo, et on a dans la BD Topo disponible maintenant aussi la hauteur des bâtiments. Donc ça c'est les deux informations qu'on a besoin pour les bâtiments. On va aussi renseigner, pour les bâtiments, la composition, de la surface des toitures et de la surface des façades, qui nous permettent de pouvoir réaliser les simulations. Parce que même si on ne le voit pas ici dans la cartographie, qui est au final une cartographie 2D, on renseigne des propriétés, pour les différents bâtiments, concernant les façades. Donc ça, c'est des informations qu'on va avoir besoin. Et puis de la même manière que pour les sols, on a du coup un certain nombre de choses qui sont, prédéfinies qu'on va pouvoir, renseigner. Pour, les arbres, on va avoir à renseigner donc, l'emprise de la projection au sol d'un arbre et sa hauteur minimale, là où commence le houppier et sa hauteur maximale, là où se termine le houppier. Et donc du coup, on a besoin de ces 2 informations-là avant, le hauteur minimale, hauteur maximale. Enfin, pour les sols, on va avoir besoin du coup de savoir, bah, où sont situés les différents espaces, au sol et de savoir quelle est la composition du sol, si c'est, du bitume, si c'est une pelouse, et cetera. Donc, c'est des informations relativement, modestes, qu'on a à fournir dans les tables attributaires. Oui, et de toute manière, dans les tutoriels, il est disponible aussi la table attributaire déjà prédéfinie. Tout à fait. Ouais. Effectivement, dans le tutoriel, on a, toutes les informations, enfin, on a à disposition déjà, des projets avec les éléments déjà prédéfinis qu'on a juste à renseigner ensuite. Mmh.
Question suivante. Est-ce que vos préconisations de travaux thermiques sont couplées à des réflexions sur la praticabilité des cours par les enfants, son usage quotidien, sport, activités, etc.? Alors, nous, on n'a pas on prétend pas avoir cette compétence-là, la question de questionner les gens sur leurs usages, et cetera. C'est plutôt du registre, du coup, des gens qui accompagnent les collectivités sur la conception, le réaménagement de pouvoir faire ça. Donc, ça peut être des bureaux d'études qui sont spécialisés sur le sujet, des paysagistes, voilà, donc différents acteurs. Voilà, nous, on a la modestie de se contenter de faire ce qu'on sait faire, la spécialité qu'on a, donc l'évaluation du confort thermique. Et évidemment, comme je le disais tout à l'heure, bah, il faut pouvoir intégrer l'ensemble des contraintes diverses et variées qui peuvent avoir en plus de celles du confort thermique. Donc des contraintes d'usage et aussi des contraintes techniques des fois, parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut où on veut, des fois, parce qu'il faut laisser des accès pour les pompiers, parce qu'il faut faire attention aux réseaux qui passent ci et là, à l'ensemble de choses qui nécessitent de ne pas pouvoir toujours être libre de faire ce qu'on souhaite. Donc ça, c'est effectivement à intégrer, comme je l'évoquais. Nous, on donne les préconisations sans ces éléments-là. Et après, c'est les acteurs du terrain qui sont en mesure de pouvoir intégrer ces éléments-là. Une question suivante. Peut-on faire une seule demande pour avoir un diagnostic pour plusieurs écoles d'un territoire, par exemple pour une communauté de communes ou un pays? Donc là, la demande au travers de la carte interactive, faut pouvoir passer par une demande d'une cour d'école pour pouvoir faire la demande automatiquement. Maintenant, s'il y a une ambition plus large, bah, on vous invite à nous contacter pour pouvoir en parler. Évidemment, je ne sais pas, s'il y a 30 cours d'école, un diagnostic de 30 cours d'école à faire, bah, les contraintes temporelles et économiques qui sont les nôtres ne nous permettront pas de les faire d'entrée de jeu. On traitera au fur et à mesure les demandes. Maintenant, s'il y a un enjeu concret pour une collectivité locale de pouvoir faire rapidement les choses, c'est les prestations qu'on peut réaliser. Ça, pour ça, il y a pas de problème. Et c'est des choses qui peuvent se faire assez rapidement dès lors qu'on est sollicité pour ça. Après, donc, pour commenter les questions, il dit la moyenne des températures retenues pour l'évaluation du confort thermique est sans doute pratique pour hiérarchiser les écoles et à végétaliser, mais ne risque-t-elle pas de manquer des inconforts élevés en milieu de journée temporisée par un ombrage de matinée ou de fin de journée élevée? Existe-t-il d'autres méthodes d'évaluation, temps ou température supérieure à 26 degrés, par exemple? Donc Comment effectivement, c'est une question très pertinente. Donc là, l'information qui est disponible, ça agrège l'ensemble des informations heure par heure entre 8 heures et 18 heures. Effectivement, ça gomme des moments spécifiques de la journée. Et donc dans ce cadre-là, nous, l'information, elle est disponible, on l'a quand on réalise des calculs. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait au travers de la plateforme C-School. Sur la plateforme C-School, vous avez un endroit où vous pouvez vous connecter, créer un compte. Et en fait, pour les gens qui nous sollicitent pour pouvoir faire un diagnostic, on met à disposition des résultats justement à des heures spécifiques, donc à 10 heures, à midi, à 15 heures, à des heures spécifiques de la journée pour avoir le niveau d'inconfort à un instant donné. Donc ça, c'est des choses qui sont disponibles. Et d'ailleurs, quand on travaille avec une collectivité locale et qu'on fournit un rapport avec l'ensemble des informations qu'on évalue dans le cadre d'un diagnostic d'une cour d'école, bah, c'est des informations qu'on fournit également, y compris voilà, le gain obtenu par un réaménagement, quand on fait une comparaison avant-après, bah, qui n'est pas le même au fil de la journée. Il peut être plus important à 14 heures, à 15 heures par exemple, et des fois moins important en début de journée ou en fin de journée. Donc effectivement, toute cette dimension temporelle et qui est importante à connaître pour pouvoir bien aménager, eh bien, du coup, c'est des choses qui peuvent être disponibles. Là, dans un objectif de simplicité finalement de cette carte interactive, on met à disposition essentiellement, du coup, la synthèse un petit peu des endroits qui sont les plus exposés à l'inconfort thermique. le logiciel évoqué tout à l'heure est-il disponible d'accès, outil développé par l'école d'architecture?
Alors effectivement, donc Solid Microclimat à la base, c'est un outil qui a été développé dans le cadre du monde académique, comme je l'ai évoqué, donc à l'école d'architecture de Nantes initialement, puis après aussi au travers de différents travaux de recherche qui ont été menés au sein de l'IRSTV. Donc l'IRSTV, c'est l'Institut de recherche en sciences et techniques de la ville. Cet outil, le code source est libre, donc il y a des informations qui sont, enfin le fonctionnement du code source est disponible. Vous pouvez aller vous renseigner et le télécharger. Néanmoins, après, derrière, il y a un frein technique à l'utilisation de cet outil qui n'est pas, il n'y a pas qui n'est pas très user-friendly, on va dire. On ne peut pas l'utiliser facilement. Et donc, en fait, rien que l'installation est compliquée, l'usage derrière est compliqué. Il n'y a pas d'interface graphique qui va pouvoir cliquer et facilement utiliser cet outil. Donc c'est une limite que nous, on dépasse parce qu'on a l'expertise d'usage de cet outil. Mais effectivement, aujourd'hui, si vous souhaitez pouvoir utiliser directement cet outil, et bien, du coup, il y a une certaine complexité. Nous, on a l'avantage, là, pour l'utilisation dans le cadre des cours d'école, on a l'avantage aussi d'avoir finalement standardisé les choses avec des indicateurs qui sont directement pertinents pour la question du confort thermique des cours d'école. Question suivante, votre outil semble permettre de comparer des projets de réhabilitation d'un cours. Est-ce cette démarche est vraiment opérationnelle ou faut-il travailler sur un projet que l'on va optimiser? Alors je ne sais pas si je comprends bien la question. Effectivement, on peut comparer des différents projets de réhabilitation d'une cour d'école. Donc là, dans le cadre de la carte interactive qu'on propose, alors c'est un diagnostic de l'état existant qui peut être déjà un premier élément pour pouvoir essayer d'agir là où il y a le plus d'inconfort en premier lieu. Et puis, dans un second temps, effectivement, il est envisageable de nous solliciter pour pouvoir réaliser une comparaison entre alors, un avant et un après projet, pour pouvoir évaluer l'efficacité du projet de réaménagement, ou alors pour pouvoir comparer différentes options d'aménagement et de retenir celle qui est la plus pertinente, la plus efficace. Donc ça, c'est des choses qui peuvent s'envisager, mais du coup, ça sort un petit peu du cadre de la carte interactive là, qu'on présente aujourd'hui. Et donc la dernière question, c'est concernant le prix. Il nous dit: «Quand vous précisez demande spécifique, pour l'ensemble des d'écoles d'un territoire, vous faites allusion au chiffrage des prestations?» Alors effectivement, si jamais demain une collectivité nous demande de faire les 30 cours d'école de son territoire et que le souhait est de pouvoir l'avoir pour dans un mois ou dans 2 mois, effectivement, là on passera par une prestation pour pouvoir le réaliser. À défaut, les demandes peuvent être faites du coup via l'outil qu'on a proposé. Il faudra juste être patient sur le respect finalement de la liste d'attente, de manière à pouvoir, voilà, nous on s'engageait au moins sur 4 cours d'école modélisés par mois et de pouvoir le faire au fur et à mesure. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va poursuivre. Mais du coup, voilà, c'est une question de pouvoir concilier l'investissement personnel qui est celui de Soleneos pour contribuer à ces informations-là. Et puis après, la contrainte de pouvoir aussi avoir une activité qui nous permet de pouvoir avoir un chiffre d'affaires et qui nous permet de pouvoir vivre de nos travaux. Voilà, c'était la dernière question. Ah, il y a une dernière. Qui peut vous solliciter? Une collectivité, un directeur d'école ou une agence d'urbanisme, n'importe qui? Eh bien, oui, oui, effectivement, il y a plein d'acteurs différents qui peuvent nous solliciter, hein, donc la collectivité locale, bien sûr, les agences d'urbanisme, oui, les directeurs d'école, après, tout dépend comment on passe après le financement, si jamais il y a besoin de pouvoir aller plus vite dans la démarche. Mais en tout cas, un directeur d'école peut très bien faire sa demande du diagnostic de sa cour d'école, et puis après être ajouté finalement à la liste d'attente. Donc cette partie-là elle reste gratuite. Les paysagistes peuvent nous solliciter, y compris demain un paysagiste qui souhaite répondre à un appel d'offres, par exemple, du coup, peut nous solliciter pour pouvoir attester que son projet sera efficace. Donc ça peut être un élément différenciant aussi. Voilà. Et de la même manière que une collectivité locale peut aussi
ajouter à son cahier des charges, finalement, le fait de devoir réaliser ce type de simulation. Et si bien que, du coup, les paysagistes qui répondent à cet appel d'offres, par exemple, bah, seraient seraient dans l'obligation de devoir utiliser ces outils ou des outils de ce type-là, en tout cas. Euh, je vois Il qu'il y a y a une question oui. suivante aussi, Mmh. avec la question sur les subventions et les aides. Alors effectivement, il existe des subventions et des aides par rapport à ça, de différents niveaux. Donc par exemple, là, l'exemple qu'on a donné sur la collectivité, donc la ville de Tours, effectivement, ça s'inscrit dans une démarche de demande de subvention FEDER. Donc c'est des fonds européens et c'est la région qui gérait ces fonds-là et qui du coup demandait des éléments pour pouvoir attester de l'efficacité des projets, pour pouvoir fournir, du coup, enfin, avoir une réponse positive ou non, en l'occurrence, à la demande de subvention pour le réaménagement des cours d'école. Vous avez aussi des agences de l'eau dans les différentes régions qui, des fois, du coup, proposent des subventions pour les réaménagements. Donc, il y a différentes modalités, différentes ressources qui sont disponibles pour ça. Si vous êtes intéressé pour avoir un accompagnement par rapport à ces demandes de subventions, vous pouvez allez voir le site Plus fraîche ma ville, qui est une émanation de l'ADEME et qui justement peut accompagner selon les différents projets pour pouvoir orienter vers les subventions qui existent et les choses qui peuvent exister pour pouvoir être accompagné justement sur les différents projets en lien avec le réaménagement vis-à-vis des questions liées à la chaleur. Mmh. Et une dernière question, pourquoi la modélisation se cale sur un phénomène caniculaire de 2025 et pas le scénario prospectif du GIEC? Par exemple, le scénario 2050, les plus contraignants pour le bâtiment, par exemple, dans nos simulations thermiques dynamiques. Eh bien, tout simplement parce qu'il faut faire un choix. D'ailleurs, c'est pas dit que les scénarios 2050, si on prenait un scénario d'une canicule moyenne en 2050, c'est pas dit qu'elle soit plus sévère finalement que ce qu'on a vécu fin juin, début juillet. Alors après, une canicule sévère en 2050, ça serait autre chose, hein, par contre. Mais voilà, il y a un choix à faire, effectivement. Donc on a fait ce choix-là. Et c'est pareil, ce choix-là, il peut être questionné. On peut envisager des choses différentes. Et dans le cadre de l'appel à commun, bah, ceux qui sont intéressés, on peut très bien en discuter et revoir les choix qui sont faits par rapport à ça, pour pouvoir, s'il y a des choix plus pertinents, pour pouvoir améliorer les choses. Donc, on pourrait très bien envisager de faire et une simulation sur des scénarios caniculaires actuels et des simulations sur des scénarios 2050 ou plus, vis-à-vis de l'évolution du climat et des conditions météorologiques. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui s'envisagent. Pour l'instant, bah, on a dû faire un choix, on l'a fait. Voilà. Voilà, donc une dernière invitation pour visiter les sites de la carte interactive. Oui. Donc, effectivement, n'hésitez pas à pouvoir aller sur cschool.fr et consulter du coup la carte, de nous contacter si vous avez des questions, et puis on peut remettre le lien éventuellement du petit questionnaire pour pouvoir savoir si vous seriez intéressé pour utiliser ces cartes interactives, pour pouvoir éventuellement y contribuer et même pour pouvoir participer, si on est retenu à l'appel à commun, de pouvoir voilà, participer aux discussions et aux échanges qu'il y aura autour de ça, voire même contribuer à l'amélioration de cette plateforme. Et donc, ça sera des arguments forts pour pouvoir faire en sorte que ce projet soit financé par l'ADEME, si on a des retours qui attestent que des gens sont intéressés pour pouvoir utiliser et contribuer du coup à cette plateforme. Voilà. S'il n'y a pas de... Voilà, j'ai envoyé les liens de ces schools aussi. Super. Eh bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on va en rester là pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si des questions vous viennent, vous nous contactez. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Nous allons faire suivre le replay de la présentation qui a été faite aujourd'hui. Et donc, vous pourrez retrouver l'ensemble de ces informations par la suite. On vous remercie pour votre attention, pour votre participation, et puis on vous dit à très bientôt. Bonne journée à tout le monde. Au revoir.